Alors, merci à tous d'être restés là ou d'être arrivés pour ce nouveau débat qui va nous tenir à peu près 3 quarts d'heure. Donc, j'espère que nous aurons le temps d'apprendre le plus de questions possible de la salle, si vous voulez vous adresser effectivement à nos invités. Alors, pourquoi Philippe Martinez et Jean-François Julliard? Je ne sais pas si tout le monde dans cette salle le comprend, l'a compris. On est sur la suite un peu du débat qui avait été lancé hier sur conjuguer fin du mois, fin du monde. Et pour parler de questions comme la fin du mois et la fin du monde, quels meilleurs intervenants qu'un syndicaliste, délégué syndical, donc Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT depuis 2015, si je ne me trompe, donc 6 ans, et puis face à lui, tout simplement un militant écologiste, on peut le dire comme ça, de manière assez simple, donc Greenpeace, Jean-François Julliard, qui est à la tête de Greenpeace, maintenant directeur depuis une dizaine d'années, 2012, et donc, n'hésite pas à prendre le micro, 2012. Et donc qui était avant un lien avec les assises du journalisme, puisque Jean-François a été président ou directeur, je ne sais pas quel était le titre. Secrétaire général. Secrétaire général de Reporters sans frontières, lui-même a une formation de journaliste. Donc, ils ont été invités effectivement tous les deux pour parler d'un rapprochement qui s'est opéré entre eux il y a assez peu de temps finalement. Une alliance surprenante, en tout cas, inédite, en tout cas en France, sur ces questions, les questions de climat. C'est quelque chose qui a débuté il y a maintenant un petit peu moins de 2 ans. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu à ce moment-là une tribune qui avait été publiée dans le JDD en janvier 2020. Alors attendez que je retrouve alors je ne sais pas s'il y avait un titre particulier, c'était avant le Forum mondial de Davos, et le but était de répondre à la double urgence climatique et sociale. Et donc à ce moment-là, 4 ONG, dont Greenpeace, et 4 syndicats, dont la CGT, se sont réunis pour dire tout simplement qu'il était temps d'arrêter d'opposer climat et droits sociaux, et évolution sociale, émancipation sociale, et donc pour finalement mener un combat commun. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, qui s'est poursuivi en mars 2020, donc 2 mois plus tard, par une tribune qui s'appelait « Plus jamais ça », dans France Info, et 2 mois plus tard par un plan de sortie de crise avec 34 mesures pour sortir de la crise, parmi lesquelles j'ai noté pêle-mêle, il y en a beaucoup d'autres, mais celles qui étaient vraiment en lien avec le climat, l'arrêt des lignes aériennes lorsqu'il existait une alternative en train pour des trajets de moins de 6 heures, pour la fin du productivisme et du consumérisme, la réglementation de la publicité, qui est une question dont on parle à mon sens trop peu, l'arrêt des subventions aux industries polluantes, tout un ensemble de mesures qui étaient évoquées effectivement dans ce plan de sortie de crise. Depuis cette nouvelle assemblée un petit peu étonnante de 8 structures s'est élargie à une trentaine d'organisations différentes. Donc c'est un collectif d'une trentaine d'organisations, parmi lesquelles Oxfam, la CGT, d'autres syndicats, qui se sont réunis. Donc moi, la question que je voulais vous poser un petit peu aujourd'hui, parce qu'on peut se demander dans cette relation, dans cette nouvelle relation, liaison entre un syndicat, une association, une ONG comme Greenpeace, si c'est l'amour fou ou si c'est un amour impossible. Et donc on va parler, je ne sais pas si on parlait d'amour-haine, en tout cas on va effectivement parler de relations. Et ma première question, elle est toute simple, parce que aujourd'hui, depuis 3 jours, on parle beaucoup de climat. Alors pardon, je ne me suis pas présentée, je suis moi-même journaliste climat-environnement. J'ai travaillé 18 ans à l'agence France Presse, je m'appelle Dorothée Moisan. Et il y a 4 ans, j'ai quitté l'AFP pour me préoccuper des questions climatiques et environnementales. Et j'ai écrit récemment un livre sur le plastique. Et ce que je voulais tout simplement savoir, c'était comment vous étiez tombés dans le climat, parce qu'il y a un moment où finalement on vit à peu près normalement, puis on réalise qu'il y a un petit problème qui a une incidence assez importante. Et je voulais savoir comment, Philippe, vous, à la CGT, ou Jean-François, avant d'entrer à Greenpeace, j'imagine, vous avez pris conscience de ce petit problème. Bonjour tout le monde, merci. En fait, moi, la première fois que j'ai vraiment pris conscience de cette urgence climatique, c'est comme beaucoup de monde, finalement, c'est au moment de la COP15 à Copenhague, donc en 2009. À l'époque, j'étais effectivement journaliste pour Reporters sans frontières. Et en fait, à cette époque-là, on avait coordonné avec Reporters sans frontières tout un rapport, toute une étude qui montrait que les questions environnementales devenant des priorités de plus en plus importantes et touchant
à des sujets de plus en plus stratégiques, et bien finalement les journalistes qui travaillaient, qui enquêtaient sur ces sujets-là, étaient victimes de répression. Donc on avait fait un rapport pour la première fois, et c'était je crois la première fois que Reporters sans frontières écrivait un rapport là-dessus sur toutes les menaces qui étaient faites aux journalistes qui enquêtaient sur des crimes environnementaux. Et c'est vrai que c'est en travaillant sur cette problématique-là, eh bien que j'ai réalisé l'urgence de la chose, la folle envolée des émissions de gaz à effet de serre, et puis cette préoccupation grandissante. Je crois que cette COP qui finalement a été ratée parce que ça a été un échec cuisant, beaucoup attendaient que cette COP de Copenhague, donc la COP c'est la conférence mondiale sur le climat qui a lieu chaque année dans des pays différents, et celle de Copenhague en 2009 était attendue par tout le mouvement climat à l'époque comme le moment où on allait se mettre d'accord, le moment où les chefs d'État des grands pays de la planète allaient se mettre d'accord pour signer un traité international visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Finalement, cet accord, il est venu à la COP 21 à Paris 6 ans plus tard, donc on avait une fois de plus perdu 6 années. Merci Philippe. Oui, bonjour à toutes et à tous. La CGT, contrairement à sa réputation, s'inquiète des questions du climat depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors moi, je parlais vraiment déjà personnellement, vous, Philippe. Oui, j'avais bien compris, mais des fois je dis je, mais j'aime bien dire nous aussi. Donc la CGT s'occupe des questions climatiques depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est dans les orientations et c'est sur... mais ça a été toujours sur la conjugaison des questions sociales et des questions environnementales. Évidemment, on est un syndicat. Alors moi, personnellement, travaillant dans l'automobile depuis maintenant quelques années, on a toujours été percuté justement par le fait de garder son travail et puis de s'inquiéter de l'environnement. Et ça m'a, avec les générations qui arrivent dans les entreprises, qui posent des questions environnementales et qui cherchent à... Eh bien, petit à petit, on s'interroge, on réfléchit et toujours sur cette idée comment on peut agir pour la préservation de la planète sans perdre son boulot. C'est ça, et c'est ce qui a construit d'ailleurs nos relations. Donc oui, et puis à force de croiser des gens comme Jean-François, qui nous amènent des arguments, ça enrichit moi personnellement, ça enrichit ma réflexion et je me pose des questions beaucoup plus pertinentes que je ne pouvais m'en poser il y a 20 ans. Alors justement, vous avez parlé effectivement des liens sur l'emploi et dans la tribune de janvier 2020, il y avait effectivement cette phrase et ce postulat, pas d'emploi sur une planète morte, donc on part vraiment de ce constat. Et alors comment est-ce que vous avez fini, pour la petite histoire au moins, que les gens ici sachent, comment vous êtes rencontrés finalement? Comment est-ce que Greenpeace et la CGT finalement parviennent un jour à se croiser et à se dire tiens, peut-être qu'il faut qu'on discute? La toute première fois qu'on s'est vu, c'était au contre-sommet du G7 à Irún, donc juste de l'autre côté de la frontière dans le Pays Basque, côté espagnol. Donc à l'été 2019, je crois fin d'été 2019, à l'initiative d'Attac. C'est Attac qui avait organisé, qui co-organisait ce contre-sommet du G7, et puis qui avait souhaité avoir une table ronde sur fin du monde, fin du mois, même combat. On était en pleine sortie, on va dire, de tout le mouvement des Gilets jaunes. Donc il y avait beaucoup de questionnements sur ça, sur comment essayer de concilier la lutte pour la protection de la planète et la lutte pour les droits sociaux, l'emploi et les droits des travailleuses et des travailleurs. Et donc c'est vrai que Attac nous avait invités. Il y avait Solidaire qui était un autre syndicat qui était autour de la table aussi. Et c'est la première fois qu'on a discuté ensemble. Et puis on s'est simplement dit, et on a dit aux gens qui étaient là dans la salle, un peu comme aujourd'hui, qu'on prenait l'engagement finalement de poursuivre cette discussion, parce que je pense qu'on avait été tous les deux assez frustrés de ne pas pouvoir échanger plus, et on avait simplement pris l'engagement de poursuivre cette discussion-là et d'essayer de voir tout ce qui pouvait nous rassembler. On sait qu'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin sur tous les sujets qui pouvaient nous rassembler et essayer de réfléchir à des propositions concrètes, pas juste des choses très théoriques. C'est aussi ce qui nous rapproche, cette envie d'être au plus près du concret, du réel, du terrain, essayer de réfléchir à des propositions concrètes qui fassent à la fois du bien à la planète et à l'environnement et du bien à l'emploi et aux conditions des personnes qui occupent ces emplois. Est-ce que c'était pour vous une évidence? Il a dit la vérité. Alors il a dit la vérité, mais alors du coup, quand on est la CGT, je pense qu'on a une idée peut-être de Greenpeace qui est peut-être pas, on n'a peut-être pas envie d'emblée d'aller vers eux, si? C'est pas spécifique à la CGT, oui, non, les syndicats, et c'est pas spécifique à Greenpeace. Quand on connaît pas quelqu'un, moi je dis souvent, on se jette pas à prime abord dans ses bras. D'où l'intérêt. Vous parlez d'amour.
Ouais, enfin, on peut parler d'amitié, enfin, ce que vous voulez. Bon, c'est pas le sujet. Donc, le fait de se rencontrer et au cours d'un débat, moi en l'écoutant, peut-être lui en m'écoutant, on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on se parle un peu plus. Et donc, c'est là où il faut avoir un esprit d'ouverture, c'est-à-dire pas cataloguer ni les gens, ni les organisations, mais essayer, à travers ce genre de rencontre, comme on l'a eu, de se dire, bah, finalement, on essaye de nous éloigner, parfois c'est même volontaire, si on discutait pour savoir qu'est-ce qui nous éloigne vraiment, mais surtout qu'est-ce qui nous rapproche. Et ce qui est intéressant dans les échanges qu'on a continué à avoir, c'est qu'on n'a pas nié nos différences, c'est-à-dire qu'on sait ce sur quoi on n'est pas d'accord, mais on a essayé de s'attacher beaucoup plus sur ce qui nous rassemblait, à partir d'expériences différentes. Nos expériences ne sont pas les mêmes. Et on s'est rendu compte que, au moins sur 80 ou 85% des choses, on était d'accord. Et donc on s'est dit, bah, ça serait stupide de ne pas continuer à travailler. Et c'est ce qui fait cette belle aventure, parce que on a justement cassé ces clivages ou ces idées préconçues que nous, on pouvait avoir sur Greenpeace et que Greenpeace avait certainement sur la CGT. Et c'est ces échanges, mais d'abord c'est une rencontre de deux dirigeants qui a fait qu'on a continué et qu'on a maintenant l'habitude de bosser ensemble sur des choses concrètes. Donc moi, c'est surtout ça qui m'a aussi intéressé, y compris pour mon organisation. Je dis souvent, quand on discute tout seul, on est sûr d'avoir raison. Quand on discute avec d'autres, on peut continuer à avoir raison, mais intégrer aussi des choses qui modifient son point de vue. Vous avez parlé de clivage, et ce qui, moi, quand je me suis replongée un peu sur ces questions syndicats et ONG ou écolo, ça a été le fait qu'on se dit, bah, c'est une belle histoire, si effectivement on peut s'entendre, on peut aller plus loin. Il y a quand même un autre mouvement qui en parallèle s'est construit, c'est-à-dire la CFDT. Donc il y a un autre mouvement, d'ailleurs on en a parlé hier avec Laurent Berger qui était là pour la CFDT. C'est le pacte du pouvoir vivre, donc avec notamment la Fondation Nicolas Hulot et la CFDT de Laurent Berger, d'autres organisations aussi. Et c'est là qu'on se dit, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup est-ce qu'on a encore sur les questions climatiques, dont on sait que ce sont des questions cruciales qui doivent dépasser les clivages, est-ce que là-dessus, alors que des syndicats se rapprochent d'ONG telles que Greenpeace ou Oxfam, Attac, etc., paraît essentiel qu'on ait encore qu'on se batte pour sa chapelle sur ces questions-là? Qu'est-ce qui vous a séparé? Pourquoi vous n'avez pas réussi à vous parler là-dessus? Alors, sans polémique aucune, j'ai eu l'occasion de le dire à Laurent Berger, il ne nous a pas contactés quand il a créé le pacte de pouvoir de vivre, donc on ne pouvait pas être avec lui. Est-ce qu'il s'est posé la question de le rejoindre, peut-être? Je ne sais pas. C'est autre chose, mais vous me posez la question pourquoi on n'est pas ensemble depuis le début. Il ne nous a pas que nous d'ailleurs, il ne nous a pas proposé, donc ils font leur truc. Par contre, oui, on s'est posé la question et on se la pose toujours pour comment on va pouvoir échanger. Et il y a eu une rencontre d'ailleurs entre Pacte de pouvoir de vivre et Plus jamais ça, qui nous a permis là aussi de mesurer ce sur quoi on était d'accord, et on a aussi des différences. Donc est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, parce qu'on ne sait pas effectivement ce qui vous sépare, les points les plus importants, ce sur quoi est-ce qu'il y a une qui est plus radicale que l'autre? Est-ce qu'il y a des points précis sur lesquels le Pacte de pouvoir de vivre et Plus jamais ça ont des positions très différentes? Je pense que oui, dans Plus jamais ça, nous avons des positions plus radicales que dans le pacte de pouvoir de vivre, notamment sur le fait de peser sur l'économie pour améliorer les questions climatiques, parce que l'économie est au cœur du dérèglement climatique. Et donc sur cette question-là, oui, on l'assume, on est plus radicaux que le pacte de pouvoir de vivre, ce qui n'empêche pas qu'on puisse essayer sur un certain nombre de choses Quand vous dites plus radical, vous pourriez juste donner un petit peu un exemple ou deux. Effectivement, il y a les mesures dont j'ai parlé, mais peut-être un point, on parle d'économie. Alors quand on parle d'économie, ici on a parlé depuis quelques jours aussi, alors décroissance, vous savez que le mot, chacun emploie le mot qu'il veut, mais on parle effectivement, quand on parle d'emploi, on a tendance à parler, en tout cas dans les journaux mainstream, de croissance, de croissance du PIB, etc. Alors qu'on sait aujourd'hui que pour préserver la planète, il faut penser à une autre croissance, une autre façon de... Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles, à Plus jamais ça, enfin dans le collectif, donc qui s'appelle Plus jamais ça, on ose, entre guillemets, aborder ces questions-là aussi du côté syndical? Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer ça avec l'emploi? Est-ce qu'on arrive à l'expliquer aux syndiqués? Alors là, vous posez plein de questions à la fois. Il y en a plein, je vous laisse choisir. Non, mais je vais faire les deux. La première, c'est vous dites en quoi vous êtes plus radicaux que Pacte de pouvoir de vivre. Je pense que par exemple sur la question des aides aux entreprises, on est plus radicaux parce que nos conditions, enfin la façon de conditionner les aides, pour nous, doit être plus stricte
que ce que propose le pacte de pouvoir de vivre. Les aides aux industries polluantes, par exemple. Pas que. Pas que, parce que nous on marche toujours sur nos deux jambes, c'est-à-dire et les questions climatiques et les questions sociales. Donc c'est toujours sur ces deux questions-là, toujours sur ces deux thèmes-là qu'on essaie de s'appuyer. Voilà un exemple concret qui fait la différence. Sur les questions définition, croissance, décroissance, on réfléchit plus sur l'idée comment la production, elle est d'abord au service des citoyens. Donc il y a des productions qui sont inutiles. Voilà. Il y a un exemple. Je n'ai pas en tête les armes par exemple. Voilà. Bon exemple. Les armes. Je vous remercie parce que je pense qu'on n'en parle jamais. Moi, j'entends parler, c'est intéressant. Vous avez vu que, y compris dans l'augmentation du budget, c'est le ministère des Armées qui augmente le plus. C'est une petite parenthèse. C'est pas le ministère de l'Environnement, ni le ministère du Travail. Voilà, concrètement. Et en même temps, parce que justement, on a appris. Il ne peut pas y avoir uniquement qu'une rupture entre le vieux monde et le nouveau monde, ou l'ancien monde et le nouveau monde. On a un exemple concret, tu peux le développer si tu veux aussi, c'est une industrie de papier, très vieille usine, elle a 95 ans maintenant, qui est fermée, et on se bat ensemble pour qu'elle réouvre, mais pas pour faire autre chose, pour continuer à faire du papier. Alors d'autres types de papier, du papier journal évidemment, je dis ça ici, mais... aussi du papier d'emballage, du papier ouaté qui permet l'isolation des bâtiments. Et papier recyclé. Et c'est que du papier recyclé. Et plutôt que justement d'aller couper les arbres en forêt amazonienne pour faire du papier, eh bien on a un projet pour recycler du papier. Et donc c'est une autre forme de croissance. C'est pas... on abandonne toutes les vieilles industries et l'ancien monde, mais on réfléchit, et notamment avec les salariés, qui sont conscients du problème climatique. Et c'est là où on pose la question fin du monde, fin du mois. Moi, je dis souvent, si vous demandez à un salarié de faire le choix entre son boulot, c'est-à-dire son immédiat, et l'avenir de la planète, vous comprenez qu'il a mal à la tête. Donc, il faut qu'on puisse conjuguer les deux. Et les salariés ont plein d'idées. Plein d'idées. Vas-y, Jean-François, sinon je vais parler trop. Vous voyez, vous êtes ensemble, vous choisissez. On se débrouille tout seul. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'autre exemple qu'on cite souvent, c'est celui qui nous a amené, nous Greenpeace, à nous retrouver, à manifester à côté de raffineurs de pétrole. Et c'est assez, je dis souvent ça, c'est assez... On parle de Grandpuits, là. Voilà, de Grandpuits en Seine-et-Marne, et qui est une raffinerie de Total en Seine-et-Marne. Et Total a un projet que nous dénonçons parce que ça s'apparente plus à du greenwashing qu'à un véritable projet de reconversion écologique et sociale. Et c'est vrai que c'est quelque part très contre-intuitif pour des militants écologistes de Greenpeace de se retrouver à manifester aux côtés de raffineurs de pétrole. C'était à peu près la première fois qu'on se rencontrait comme ça, et surtout qu'on manifestait ensemble. Et en fait, c'est là que je pense qu'on arrive à dépasser les clichés qu'on peut avoir les uns envers les autres aussi. C'est-à-dire que les raffineurs nous ont posé plein de questions, on leur a posé plein de questions, et on s'est rendu compte qu'eux n'avaient pas plus que nous envie de polluer la planète, et que nous n'avions pas plus envie que de leur faire perdre leur emploi. Donc on a des intérêts communs. Et c'est ce qui nous amène à essayer de travailler ensemble avec les salariés de cette raffinerie, avec les syndicats qui les représentent, avec des organisations qui ont beaucoup travaillé sur les questions de transition écologique pour essayer d'établir une sorte de plan alternatif à celui qui est proposé par la direction Total. Et ça, je trouve que là, c'est hyper intéressant parce que, et encore une fois, c'est loin d'être simple, on est très humble là-dessus, c'est loin d'être simple, mais là, on est vraiment dans le concret et dans le réel. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur du discours théorique de oui, il faut protéger l'emploi et la planète. Tout le monde peut dire ça, c'est facile de dire ça. Et là, pour le coup, on est au cœur des énergies fossiles et de ce qui se passe derrière. Par contre, vous avez parlé, donc là, c'est les points communs, c'est finalement la belle histoire d'amour. Par contre, je voudrais juste savoir, vous avez parlé tout à l'heure de 80 à 85% de points communs, me semble-t-il. Et donc, dans les 15 à 20% restants, bah oui, c'est comme ça les journalistes, les 15 à 20% restants, je me posais juste des questions sur les points sur lesquels vous saviez peut-être d'avance, et ça ne s'est confirmé, ou peut-être que vous ne le saviez pas d'avance, ou finalement, vous aviez peut-être, je ne sais pas si ce sont des intérêts ou des combats irréconciliables. Alors moi, j'ai une petite idée qui me vient, j'en viens...
Peut-être que c'est pas la même, mais peut-être que bon. J'allais parler du nucléaire. Il se trouve qu'en plus, non mais c'est pas de ma faute. Hein. Il se trouve que Jean-François Juliard va dédicacer tout à l'heure, pour ceux que ça intéresse, son dernier bouquin, le scénario d'un Fukushima à la française, sur en gros, c'est une BD, une enquête en BD, et où finalement on se pose la question de savoir si la centrale nucléaire du budget dans l'Ain pouvait avoir un petit accident qui finissait finalement comme Fukushima, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc, très clairement, il me semble avoir compris que Jean-François Juliard était contre le nucléaire. Et donc, Philippe Martinez, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous vous entendez, vous pouvez vous comprendre? Non, c'était facile de deviner ce sur quoi on n'était pas d'accord. Donc, c'est le nucléaire. Ceci, ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire ne pas essayer de comprendre les arguments des autres. On est toujours dans l'esprit du dialogue et de l'échange. Il me l'a déjà dédicacé, moi, son livre. Donc, vous voyez que je m'intéresse aux questions du nucléaire. Oui, nous, on est pour le nucléaire. Et en plus, dans la période, vu l'augmentation du prix de l'énergie, on pense que c'est une solution. Ça ne nous empêche pas, en tout cas, moi, là, je dis ça ne m'empêche pas de réfléchir sur la question des déchets. Ça ne m'empêche pas de réfléchir sur la question de l'extraction d'un certain nombre de choses pour alimenter les centrales. Ça ne m'empêche pas de réfléchir sur les questions de refroidissement des centrales. Voilà, je réfléchis sur ces questions et Jean-François m'aide à réfléchir. Mais pour l'instant, c'est un point de désaccord profond sur sortir du nucléaire ou pas. Nous sommes pour le nucléaire. Et je crois que Greenpeace est contre, j'en suis sûr même. Alors par contre, moi je m'en doutais effectivement, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'entends bien sûr. Nos relations, enfin nos échanges, faut que je fasse gaffe. Hein. Vous voyez nos échanges, on ne se ment pas, on met pas la poussière sous le tapis. Non, mais alors ce que je voulais juste, parce que le nucléaire, effectivement, je me doutais que c'était la réponse, mais pour ceux qui ne le savaient pas, je voulais qu'on y revienne. Mais sur les 15 à 20%, il n'y a pas que le nucléaire. J'imagine qu'il y a quand même des dossiers sur lesquels c'est peut-être plus compliqué par rapport à une centrale comme la CGT, à une ONG comme Greenpeace, finalement, de renoncer à certains combats pour aller vers l'autre. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on y arrive? En fait, il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais en tout cas sur lesquels on a des points d'arrivée qui sont les mêmes et des objectifs qui sont les mêmes. C'est aussi une question de trajectoire, de temporalité. On a besoin d'un exemple. Non, mais il y a plein d'exemples. C'est-à-dire dans tout un tas de... Nous, on a beaucoup travaillé ces derniers temps, par exemple, sur la question de l'impact du secteur aérien sur le climat, sur l'impact du secteur automobile sur le climat. Je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes visions des transformations à mener, du rythme auquel les mener dans ces secteurs-là. Mais parce qu'on n'a pas les mêmes rôles non plus, malgré tout. On n'a pas les mêmes missions, la CGT et Greenpeace. Donc après, il y a tout un tas de choses qu'on dit ensemble avec Plus Jamais Ça, et puis aussi des choses qu'on dit au nom de la CGT d'un côté, au nom de Greenpeace de l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ça ne bloque pas et ça ne ferme pas la porte à des discussions, et surtout, on a tous à cœur, mais au-delà de nous deux, hein, c'est toutes les personnes qui sont engagées dans Plus Jamais Ça, on a à cœur d'essayer de trouver des solutions. Encore une fois, on n'a pas toutes les réponses là, mais par exemple, sur la question de l'aérien, moi je suis assez sidéré, positivement parlant, assez enthousiaste sur le niveau des discussions qu'il y a depuis un an ou deux, qui n'existait pas il y a un an ou deux, sur comment est-ce qu'on peut essayer de transformer le secteur aéronautique qui va mal, et c'est pas lié à son impact sur le climat, c'est un secteur qui va mal, comment est-ce qu'on peut transformer ce secteur-là pour en gros réinventer un peu l'aéronautique de demain et faire en sorte que ce secteur puisse continuer à faire vivre les salariés de ce secteur et que ce secteur puisse continuer à exister en ayant un impact beaucoup moins important sur le climat. Et je trouve qu'il y a un niveau de discussion aujourd'hui auquel participent des militants écolos d'un côté, des représentants des grandes industries de l'aéronautique de l'autre, des représentants syndicaux, des riverains des aéroports, des étudiants en aéronautique. Il y a des choses qui sont d'un niveau assez étonnant et qui n'avaient pas lieu jusque-là. Et je pense que si Plus Jamais Ça peut impulser ces dynamiques-là, impulser ces discussions dans un certain nombre de filières comme ça, déjà on aura réussi quelque chose, quoi. Et je découvre qu'on a un nouveau point commun aussi dont on n'a jamais parlé, c'est les armes. Effectivement, on n'a jamais parlé de ça encore au sein de Plus Jamais Ça. Ça peut être un chantier. Ça c'est fantastique. Ouais, moi, parce que, dans Greenpeace, il y a PIS aussi. Et notamment des armes nucléaires. Et notamment des armes nucléaires, bien sûr.
On va parler de sous-marins peut-être à propulsion nucléaire. Alors j'ai juste une petite dernière question avant de laisser la parole à la salle. Alors on ne s'arrêtera pas à 30 piles, hein, on aura le droit à quelques minutes de rap parce qu'on a commencé en retard. Ne vous inquiétez pas si vous avez des questions. Puisque vous êtes ici en face d'un public de journalistes ou d'apprentis journalistes, on s'est posé pas mal la question durant ces journées aux assises journalisme sur les responsabilités journalistiques. C'est-à-dire comment est-ce que nous, journalistes, nous avons une responsabilité dans notre pratique sur le changement climatique, puisque nous aussi, nous avons une empreinte carbone comme tout le monde, mais aussi sur notre façon de parler à nos lecteurs, nos auditeurs, aux téléspectateurs. Donc, c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Et la question que je voulais vous poser, c'était tout simplement, est-ce que vous, de votre point de vue, de syndicaliste, de militant écologiste, d'une ONG, vous avez l'impression que nous, journalistes, parfois, on se fourvoie? Est-ce qu'il y a des pratiques ou des choses qu'on fait aujourd'hui qui ne sont pas les bonnes? Est-ce que vous auriez un conseil ou une critique sur des recommandations, tout simplement, sur la responsabilité journalistique qu'on aurait, des choses qu'on ne ferait pas bien? Alors, peut-être que vous avez trouvé que nous sommes fantastiques. J'en suis pas si sûre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, particulièrement, vous semble important à mentionner? Moi, je donne jamais de conseils. Je donne toujours mon avis. Donc je vais vous donner mon avis. Avec plaisir, nous le prenons. Je pense que, tout à fait modestement, parce qu'il m'arrive de croiser quand même beaucoup de journalistes, il y a... Journaliste, c'est un vrai métier. Journaliste, c'est pas un métier où on traite de tout un peu comme ça à la va-vite. À la légère. À la va-vite. Et il me semble que même s'il faut garder un peu de polyvalence, il y a besoin d'avoir des spécialités dans le journalisme. Or, on est souvent confronté à des journalistes qui savent... alors c'est encore plus vrai dans l'audiovisuel, hein, ça devient des présentateurs, c'est pas le même métier. Hein. Confrontés à des journalistes qui sont capables, en tout cas qui traitent l'économie, le social et l'environnemental. Et donc, pour traiter à fond une question, pour aller au fond, pour informer, je pense qu'il faut maîtriser et puis voilà, mener des enquêtes et pas sauter du coq à l'âne, comme on dit. Je pense donc en gros, des enquêtes de fond, des journalistes plus formés ou mieux formés aux questions qu'ils traitent. Moi, je ne connais pas la formation. Non, mais en tout cas, dans ce que vous ressentez. Dans mon ressenti dans les questions que me posent les journalistes. Vous voyez, quand on vient, j'étais avec des journalistes avant de venir vous voir, d'un grand quotidien national, donc qui devait traiter la question sociale, économique, et il me pose une question sur Zemmour. Je leur dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Donc ça, c'est pour traiter d'une actualité qui doit leur plaire, parce qu'il faut faire mieux que le mec d'à côté, mais... voilà, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne suis pas passionnée sur la responsabilité journalistique, mais effectivement, c'est le fait... Non, mais ce que j'entends, effectivement, ce que vous dites, c'est le fait de vous faire traiter des sujets qui sont peut-être pas... Les journalistes ont aussi des hiérarchies, je suppose, enfin, je sais. Donc voilà, mais je pense qu'il y a besoin d'avoir des formations, en tout cas, et de poursuivre des formations sur des questions qui tiennent à cœur les journalistes, mais qui leur permettent d'aller au fond des choses. Et pour les questions environnementales, vous êtes mieux placé que moi, mais je trouve qu'il y a peu de journalistes, hormis dans les revues... Moi, j'ai repris mes études, vous voyez, donc on va leur faire. Hormis dans les revues spécialisées, mais il y a peu de journalistes qui traitent de ces questions-là dans les grands quotidiens ou dans les médias. Jean-François ? En fait, il y a beaucoup de journalistes qui voudraient traiter de ces questions-là. Moi, je rencontre beaucoup, notamment de jeunes journalistes qui ont très envie de s'engager sur les questions environnementales, mais qui ont du mal à trouver des postes. Bon, alors, c'est compliqué de toute façon. Enfin, ça fait quelques années maintenant que je suis sorti de cet univers-là, mais j'imagine que ça, malheureusement, n'a pas forcément évolué positivement. C'est de toute façon compliqué de travailler dans la presse, mais travailler dans la presse sur les sujets environnementaux, c'est difficile. Et c'est vrai qu'on rencontre souvent de jeunes journalistes qui ont besoin de se lancer un peu tout seuls, quoi, qui font de la pige pendant longtemps et qui ont du mal à trouver de la place au sein des rédactions. Alors c'est vrai que ça prend peu à peu, il y a de plus en plus de place accordée, je pense, aux questions environnementales et climatiques. Mais malgré tout, moi je trouve de mon point de vue que c'est toujours pas à la hauteur des enjeux. Un simple exemple, alors certes c'était en plein cœur de l'été, mais en plein cœur de l'été, on a en même temps la sortie du rapport du GIEC et le transfert de Messi au PSG, et j'ai même pas besoin de vous dire ce qu'il a emporté en termes de couverture médiatique. C'était éloquent. Et justement, est-ce que sur la responsabilité, parce qu'hier on a parlé un petit peu de l'affaire du siècle, vous savez qu'il y avait une décision importante hier, enfin une décision, c'est le rapporteur public qui a rendu son rapport, qui est suivi dans 8 cas sur 10 généralement par le magistrat qui va rendre sa décision et qui a rendu un avis positif, qui a soutenu les ONG du type Greenpeace qui sont dans l'affaire du siècle et qui
j'arrive plus à trouver mes mots, qui parlent, enfin qui veulent faire reconnaître la carence de l'État dans le fait que l'État ne fait pas suffisamment d'efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre françaises. Est-ce que sur la façon dont ça a été traité dans la presse, j'imagine que ce matin vous avez ouvert les journaux pour voir un petit peu comment ça a été traité, ou les journaux, ou les télés, ou les radios, est-ce que vous avez trouvé que ça a été traité justement correctement, ou est-ce qu'il y avait justement des défaillances, peut-être des choses qui auraient pu être améliorées? Non, c'est traité correctement par les journalistes qui étaient là et qui suivent cette affaire-là depuis maintenant plus de 2 ans. Et ça, c'est vrai que c'est une chance. Il y a quand même malgré tout certaines rédactions, mais elles sont, là en l'occurrence, c'est sur les doigts d'une main, hein, mais certaines rédactions qui ont la possibilité d'avoir des journalistes qui couvrent cette histoire-là depuis le début. Et donc du coup, qui ont suivi toutes les étapes, donc ils peuvent raconter où on en est très précisément, imaginer quelle va être la suite et raconter cette histoire-là. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a une couverture importante et de qualité. Mais il faut que ce soit de cette dimension-là pour que ça vienne. Après, ça n'a pas fait non plus la une des médias. C'est pas une décision non plus, effectivement. C'est pas une décision non plus. Donc la décision sera dans 2 semaines. Donc voilà, dans 2 semaines, si vous pouvez convaincre vos rédactions respectives d'en faire la une, c'est bien. Là, ce sera obligatoire. Eh bien, écoutez, voilà, la parole est à vous. On a essayé un petit peu de vous libérer un petit peu le terrain. Est-ce qu'il y a des questions à Philippe Martinez, Jean-François Julliard? Écoute, alors on avait un pupitre hier qui a disparu. Je pense du coup, s'il y a un micro, je ne sais pas si quelqu'un peut vous amener un micro. Est-ce qu'on a quelqu'un qui s'occupe de ça? A priori, non. Écoutez, je vais me lever pour la porter. Non, je vais vous le laisser, il faut que vous répondiez. Pardon, il y en avait un de plus. Allez-y, oui, madame, bonjour. pouvez-vous vous lever, vous présenter? Berthilde Bouquin, simple particulier, militante antinucléaire. Une question pour Philippe Martinez. Où en est-on pour le statut de EDF et le projet Hercule? Alors, pour l'instant, le projet Hercule est abandonné. Pour ceux qui ne savent pas, le projet Hercule, c'était un projet du gouvernement qui consistait à éclater EDF en 3 parties. EDF, c'est le nucléaire, l'hydro et le renouvelable. Donc, qui consistait à éclater en 3 EDF en gardant le nucléaire. On ne sait pas très bien donc, sous quelles conditions, mais dans le périmètre du statut de l'entreprise publique. Elle n'est pas complètement publique. Sur l'hydro, il y avait, c'était pas clair parce qu'il y a une réglementation européenne au nom de la libre concurrence qui permettait que une partie des centrales soit rachetée par des opérateurs privés et par contre créer pour l'éolienne et la distribution, une ouverture au capital pour aller vers la privatisation. Donc à ce jour, parce qu'il y a mobilisation des électriciens, des salariés d'EDF, ce projet est pas abandonné, mais pour l'instant mis de côté. Sur le statut de l'entreprise, pour l'instant, on en est au statu quo, c'est-à-dire que EDF n'est pas une entreprise totalement publique. Non, pas complètement. Elle est même cotée en bourse. Donc avec des appétits capitalistiques importants. Et nous, à la CGT, nous revendiquons encore plus aujourd'hui qu'hier, ou autant qu'hier, qu'on retrouve une entreprise publique, électrique et gazière au service des usagers. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on en aurait bien besoin. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Oui. Je reste un petit peu sur ma faim. Pouvez-vous juste vous présenter, monsieur, pour qu'on sache? Pardon, Jean Kouchner, je suis journaliste. Je reste un peu sur ma faim à propos de ce thème conjugué fin de mois et fin du monde. Parce que je me dis finalement que je suis très content de voir que vous entendez bien tous les deux, d'une certaine façon, que vous dialoguez, que vous échangez. Mais au fond, est-ce que vous allez jusqu'à la réflexion commune ou pas sur la transformation économique de la société? Parce que de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que, justement, conjuguer fin de mois et fin du monde, ça passe forcément par la transformation économique de la société. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors oui, on va jusque-là. Je vous invite à lire les différents rapports qu'on a sortis. Le dernier qui s'appelle un plan de rupture et qui indique, qui fait des propositions. Alors on n'est pas économiste, on n'est pas, plus jamais ça, c'est pas un rassemblement d'économistes, donc on n'est pas en situation de dessiner quel est le modèle économique qu'on devrait adopter. C'est pas à nous de faire ça, mais en revanche, on lance des pistes de réflexion et on fait des propositions concrètes qui visent à transformer fondamentalement notre modèle économique, que ce soit la manière avec laquelle on produit un certain nombre de biens, la manière avec laquelle on les consomme, la manière avec laquelle on les échange entre les différents pays. Donc on touche à tous ces sujets-là. Et effectivement, on a des propositions qui sont assez radicales dans la manière avec laquelle on devrait transformer notre modèle économique pour faire en sorte qu'il soit moins impactant, négativement parlant, pour les emplois et pour la protection de la planète. Jean-François, le plan dont vous parlez, ce sont les mesures, les 34 mesures de l'époque, ou c'est un nouveau plan? Non, c'est un nouveau plan. C'est un nouveau plan qu'on a sorti cet été à Nantes à l'occasion de l'université des mouvements sociaux et qui s'appelle un plan de rupture. C'est comme ça qu'on l'appelait, hein, un plan de rupture. Hein. J'ai un doute tout d'un coup en lisant, dans lequel il y a des propositions qui étaient déjà dans celui de plan de sortie de crise de 34, mais qui a été un peu revisité et tout ça, et qui fait un certain nombre de propositions assez radicales et très transformatrices. Non, on a commencé à l'aborder puisqu'on m'a posé la question quelle est la différence entre le pacte du pouvoir de vivre et plus jamais ça, et j'ai dit que sur notamment des questions économiques on était plus radicaux, mais on a aussi le souci, et j'insiste parce que il faut faire de la théorie et je suis d'accord, mais on insiste beaucoup, il peut en témoigner, pour que ce qu'on écrit ça puisse être compris par ceux qui vivent les problématiques au concret. Et c'est pour ça qu'on a on a des comités locaux qui se saisissent de questions très locales pour dire voilà ce que ça signifie concrètement sur le terrain un plan de rupture. On vous a cité la chapelle d'Arblay, on a cité Grand-Puy. C'est la papeterie. La papeterie, chapelle d'Arblay, Grand-Puy, le Perpignan-Rungis. Plus jamais ça a été très actif aux côtés des cheminots sur donc Perpignan-Rungis, c'est un train de fret, de produits frais, qui est arrêté depuis des années et qui devrait repartir parce qu'on a mis la pression. Donc on essaye de conjuguer la théorie et la pratique, parce que moi je suis un adepte de prouver que notre théorie elle est bonne sur des cas concrets. Parce que bien souvent, les salariés, en tout cas ceux que je côtoie, nous disent c'est bien de vouloir changer le monde, mais c'est notre quotidien qu'il faut changer. Donc on est toujours dans l'idée changer le monde tout en n'oubliant pas le quotidien. Merci. Je crois qu'on a une question au fond. Est-ce que vous pourriez vous lever et vous présenter? Bonjour. Enchantée, Anastasia de Rep. Je suis enseignante sur les enjeux de transition écologique et limites planétaires. Moi, j'avais une double question concernant la présence des syndicats et également des ONG qui sont absolument essentiels pour pouvoir envisager la société de demain, et ça a toujours été le cas. Donc, merci d'être là et merci pour ce travail tout d'abord. Et ma première question, c'est comment fait la CGT et les autres syndicats aujourd'hui pour se former aux enjeux de transition écologique? Et enfin, quelle est la place de nouveaux acteurs entrants? Je pense notamment à un éco-syndicat qui s'appelle Printemps écologique, qui se met également sur cette lignée plus directement. Merci. Alors Philippe, peut-être réponse sur la formation sur la transition écologique et le Printemps écologique. Donc on a à la CGT un collectif entièrement dédié aux questions environnementales, entièrement dédié. C'est la première. Combien de personnes? C'est un collectif d'une dizaine de personnes qui ne traitent que ces questions-là. C'est la première fois que ça existe à la CGT. Et donc, ils sont très en lien d'ailleurs avec le Plus Jamais Ça et les ONG. Et ils vont former les militants, en tout cas expliquer aux militants notre démarche sur le terrain, dans les départements, etc. Donc, c'est pas une formation théorique uniquement. On en revient à ce que je disais précédemment. Mais c'est sensibiliser sur les enjeux environnementaux, parce qu'il y a des tas de questions dans des tas d'endroits sur fermeture d'entreprise au nom de la préservation de la planète. C'est jamais ça d'ailleurs. Mais donc il y a un collectif dédié à ça. Toutes les questions maintenant environnementales sont intégrées dans nos formations syndicales. De la formation de début jusqu'aux formations supérieures, puisqu'on a des cycles de formation dans le syndicat. Donc voilà ce qu'on essaye de faire avec les moyens qu'on a concrètement.
Sur la nouvelle garde syndicale, donc sur Printemps écologique, moi je ne connais pas, mais j'imagine que... Je ne connais pas non plus. Est-ce que vous pourriez juste nous expliquer un petit peu? Ils sont nés il y a longtemps, Printemps écologique? Ouais, moi je les ai rencontrés. Donc, pardon. Oui, je les ai rencontrés. Non, ils sont nés, je crois, il y a une année, quelque chose comme ça. Je les ai croisés, je crois que c'était à l'université d'été d'Europe Écologie Les Verts. Voilà, donc c'est 2 ans. Vous pouvez en parler si vous voulez. Non, un syndicat qui se positionne sur ces questions-là en essayant d'intégrer au cœur des entreprises les questions environnementales. Après, j'en sais pas plus que ça, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi de faire en sorte que les syndicats déjà existants et qui sont déjà très implantés dans tout un tas de secteurs s'emparent de ces questions-là aussi, ce qui n'empêche pas l'émergence d'un nouveau syndicat. Mais après... je suis encore d'accord avec toi. C'est bien de créer des syndicats. Il y en a déjà beaucoup en France. Hein. Moi, je dis souvent, bientôt, il y aura plus de syndicats que de syndiqués. C'est pas déjà le cas? Non, c'est pas déjà le cas. On en est encore loin, mais il faut quand même réfléchir quand on essaye de préparer l'avenir. Donc, pourquoi ne pas, et c'est ce qu'on essaye de faire à la CGT, ne pas... je pense que c'est plus... c'est mieux d'intégrer dans nos formations, dans nos discours, dans nos actes concrets, les questions environnementales, que de créer quelque chose à côté qui ne pourrait traiter que les questions environnementales et délaisser, je ne dis pas ça pour le syndicat que vous citez, mais qui pourrait délaisser les questions sociales. L'intérêt, c'est qu'on puisse traiter les deux. Vous avez compris depuis le début de cet échange qu'on essaye de traiter les deux. Nous, on refuse d'opposer la fin du monde et la fin du mois. C'est comme ça qu'on a commencé. On arrive à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on peut prendre? Après, c'est terminé. Donc, j'ai la main s'est levée un petit peu plus rapidement au fond à droite. Levez-vous, on va voir si on peut vous entendre, parce que je ne sais pas s'il y aura un micro, sinon je vous l'amène. Monsieur, là-bas? Ouais. Si tu... Regarde le sien. Attends, il est où? Ah bah, tu peux le rendre à monsieur Julien. Ce sera donc la dernière question. Merci Eva. Donc, Rodolphe, citoyen. Donc, pour finir, oui, est-ce que... Donc, en fait, c'est un avis, mais je le démarre comme une question. Est-ce que la fracture, elle n'est pas plus verticale, hein, dans l'idée d'un haut et d'un bas, ceux d'en haut et ceux d'en bas? Est-ce qu'elle n'est pas verticale, c'est-à-dire pas verticale du tout entre écolos et sociaux, mais bien horizontale entre les masses, la masse, nous, et puis un système, j'ai noté, industriel, mercantile, et puis il faut le dire, du grand capital, des grands capital réels, du big capital, du mind capital. Alors, je ne sais pas, puisque c'était la dernière question, nous avons 1 minute pour y répondre. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je n'ai pas bien compris la question, mais juste, on a essayé de vous dire que... qu'on essaye de ne pas faire trop de verticalité, mais beaucoup d'horizontalité, justement en ayant des exemples concrets sur le terrain de salariés qui, je le répète, n'en ont pas rien à faire de la planète, mais qui, quand ils ont en face d'eux un patron qui dit « on va vous licencier pour sauver la planète », se disent « prenons nos affaires en main, on peut sauver nos emplois », tout en essayant de sauver la planète. Et je vous assure que l'expérience de la Chapelle Darblay, enfin tu peux en parler toi aussi, c'est les salariés qui ont... Et ils se battent encore. Ça fait 2 ans que l'usine est fermée, il y a 3 salariés, 2 élus CGT et un cadre qui travaillent ensemble, qui ont monté un projet, eux tout seuls, malgré... le fait que leur usine appartient à une multinationale finlandaise qui détruit la forêt amazonienne pour des questions de rentabilité financière, pour faire du papier avec de la pâte à papier, de pâte à bois de papier. Donc c'est eux qui ont construit le projet, et au fil de la construction de leur projet, encore aujourd'hui, et je pense que cette usine va réouvrir bientôt, c'est eux qui ont construit ce projet en ayant le souci de récupérer les 300 emplois qui ont été supprimés, parce que les salariés qui ont été licenciés, ils demandent qu'une chose, c'est de revenir travailler dans l'usine, tout en essayant de lier les questions environnementales, et ils y arrivent très bien. Ils y arrivent très bien. Donc voilà, c'est ça, être concret, et je pense que c'est ça la définition que vous donniez de l'horizontalité.
Bon, alors nous, on arrive moins à respecter le temps, on n'a vraiment pas le temps, je suis désolée parce qu'on est déjà en retard. Donc, merci à tous, merci surtout à vous, Philippe et Jean-François, d'être venus nous rejoindre. Merci encore.